bonjour. Bonjour. Bon, bah écoute, un grand merci de nous avoir invités dans ton antre, chez toi, De rien. pour nous faire part un petit peu de ton projet qui est pas anodin. C'est un projet qui, somme toute, extraordinaire, puisque tu vas franchir à la rame l'océan Atlantique, où tu vas nous préciser un petit peu les villes de départ, les ports d'arrivée, mais tu vas franchir l'Atlantique à la rame dans un bateau que tu as fait construire pour toi. Est-ce que tu peux justement, alors, est-ce que pour les téléspectateurs de Dromardèche Télévision, Olivier, est-ce que tu peux te présenter? Donc je m'appelle Olivier Montiel, j'ai 38 ans, je suis informaticien. Je vais effectivement faire une traversée de l'océan Atlantique à la rame, donc en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc le départ sera donné en 2014. La particularité de cette course, parce que c'est bien une course, hein, ça s'inscrit dans le cadre d'une course, nous sommes 13 skippers à partir avec un départ en ligne. La particularité de cette course, c'est que les bateaux sont tous identiques pour garantir une équité entre tous les concurrents. Le choix du bateau, plutôt le choix de fabrication du bateau est laissé au skipper. Donc soit il le fait construire en chantier naval, soit il l'auto-construit. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. Donc le bateau est réalisé en Ardèche. Pour des questions pratiques, on le construit à Gros-Pierre, à côté de Valence-Pont-d'Arc, puisqu'il y a un atelier de composite là-bas. Et en fait, c'est moi qui fabrique le bateau pour la course. D'accord. Alors, justement, avant de parler de toi, peut-être on va parler de ce bateau. Alors, en quelle matière il est? Donc, c'est du composite, hein, c'est ça? En quelle matière il est fabriqué exactement, ce bateau? En fait, il y a deux principaux matériaux. Le bateau est une structure bois. Une structure bois, pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qui permet une autoconstruction assez facile. C'est pas un bateau moulé. Il n'y a pas de moule. C'est un bateau qui est monté sur ce qu'on appelle des couples. Donc en gros, c'est un peu comme les maquettes en bois. Il y a une série de planches sur lesquelles on vient coller d'autres planches. Donc c'est ce qui permet une autoconstruction aisée. Et le bateau est majoritairement en bois, qui est entièrement recouvert de fibres de verre, avec de la résine époxy pour l'étanchéifier, le rigidifier. Il y a quelques inserts carbone à des moments pour les parties les plus délicates, mais globalement c'est une structure bois. D'accord, d'accord. Mais alors, dis donc, tous les skippers qui vont participer à cette course, ils ont le même bateau que le tien, ils ont avec toutes les mêmes formes. Comment? Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle un monotype, c'est-à-dire c'est un bateau qui est dédié à ce type de course. Donc c'est une embarcation qui est typée aviron déjà, faut le savoir. Ça veut dire que quand j'avance dos à l'avant. En fait, c'est en aviron, on est retourné, on n'avance pas dans le sens naturel comme en canoë-kayak. L'aviron, on est forcément dos à l'avant. Et tous les bateaux sont strictement identiques. Il y a une jauge, ce qu'on appelle, donc ce n'est plus ni moins qu'un cahier des charges extrêmement précis, qui fixe tous les éléments, tant techniques, mécaniques et sécuritaires du bateau. Donc il y a un poids minimum qui est imposé. Le bateau ne doit pas faire moins de 475 kg à vide. Et après, tous les détails sont vraiment réglés pour en fait vraiment favoriser l'équité entre les concurrents. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour qu'on se dise, pour que toi, Olivier, tu te dises, bon, bah, allez, je vais franchir l'océan Atlantique à la rame? En fait, c'est surtout un jeu de rencontre. J'ai rencontré il y a un peu plus d'un an maintenant, Marc Chélan, qui a été le premier Ardéchois à avoir fait 7 traversées de l'Atlantique à la rame. Il l'a fait exactement dans les mêmes conditions que moi. Et en fait, j'ai rencontré cette personne qui avait besoin d'un coup de main pour monter son informatique de bord. Je la connaissais pas. Et quand on s'est rencontrés, j'ai vu ça. Je me dis, oh là, je m'étais toujours dit que ça devait être vraiment bien à faire, ce genre de challenge. Et en fait, quand il est rentré, donc il est rentré en 2012, on a convenu tous les deux, finalement, c'était tout à fait réalisable. Et donc maintenant, c'est Marc Chélan qui me coach et avec qui j'ai pu construire mon bateau. D'accord. Mais alors, comment c'est devenu réalisable, Olivier? Honnêtement, ça a été juste une décision de se dire bon, ben on y va quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est long. C'est 2 ans de préparation pour 50 jours en mer. Donc la préparation est très très longue. Ça demande beaucoup de compétences que j'ai pas forcément, mais que j'ai pu trouver auprès d'amis ou auprès de gens que j'ai rencontrés. Donc l'étincelle initiale était vraiment basique quoi. C'était vraiment juste un jour en 2006, j'ai regardé à la télé, j'ai vu la fin d'un reportage où ils présentaient la première édition de cette course, mais je l'ignorais à ce moment-là.
Et en fait, c'est l'année dernière que j'ai rencontré quelqu'un qui la faisait, donc ça a suffi à déclencher l'envie. Est-ce que tu peux nous parler de cette préparation? Alors, comment on se prépare pendant 2 ans pour effectivement penser à la réalisation d'un tel exploit? Parce que c'est un exploit d'une certaine manière. Un exploit, non, quand même pas, faut pas exagérer, parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Ouais. Il y a en Ardèche, c'est une terre d'audace un peu. Il y a déjà Mathieu Morveran qui a déjà fait une traversée de l'Atlantique dans l'autre sens, par contre, dans le sens Canada-France. Là, Marc Chélan a fait la même que moi, c'est-à-dire un départ du Sénégal pour arriver en Guyane. Donc je serai pas le premier, mais par contre, ça reste une aventure humaine avant tout, parce qu'il déjà faut savoir s'entourer de gens qui sont compétents, qui ont déjà vécu ce genre d'expérience. Donc c'est des gens absolument fabuleux. Et techniquement après, déjà faut construire un bateau et mon métier m'y préparait pas forcément. Donc c'est un jeu de connaissances, un jeu d'amis qui acceptent eux de consacrer 2 ans de leur vie, on va dire, à m'aider dans cette étape. Cet objectif, c'est un pari? Non, absolument pas. Non. Non, c'est pas un pari. C'est plutôt une envie de replacer l'homme dans un contexte naturel, de voir ce que l'homme peut faire avec ses bras. Voilà, pendant 50 jours, on accepte qu'il n'y ait pas de motorisation, qu'il n'y ait pas d'artifice, juste l'homme, la mer et un bateau. Voilà, très simplement. Revenons sur cette préparation. Alors, la préparation physique, j'imagine que c'est de la musculation. J'ai pu voir, j'ai pu observer quelques images dans lesquelles tu fais du travail de musculation, en tous les cas, pour entretenir ta forme physique. Mais en plus, sur le plan psychique et psychologique, comment on se prépare à une telle aventure? Alors sur le plan physique, il n'y a pas de secret. L'idée c'est pas de partir gonflé comme un ballon, c'est vraiment de faire un gros renforcement musculaire pour habituer le corps à l'effort. Donc là, quotidiennement, je fais de la musculation, mais c'est vraiment plus en préparation de l'effort que pour me renforcer musculairement. Donc il faut habituer le corps à souffrir un peu. Au niveau psychologique et mental, la préparation elle est permanente en fait, parce que ça passe vraiment par des discussions avec Mathieu, donc qui est mon routeur, qui a déjà fait une traversée, avec Marc également. Ce sont des gens qui ont déjà vécu cette expérience. Donc l'idée c'est de discuter avec eux en permanence de tout et de rien, des anecdotes, savoir qu'est-ce qui leur a plu, quelles sont les mésaventures qui leur sont arrivées, quels sont les détails techniques ou les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, comment ils les ont résolus, quelles ont été leurs peurs, quelles ont été leurs craintes, comment ils ont mangé, pipi caca, comment ça marche, tout ça, voilà. Donc c'est vraiment un jeu de discussion avec un maximum de personnes qui ont déjà vécu ce genre d'expérience. Quelle âme faut-il avoir pour entreprendre une telle traversée? Est-ce qu'il faut avoir l'âme plutôt aventurière, ou est-ce qu'il faut avoir l'âme solitaire? C'est quoi qui prime dans une telle aventure? Je pense qu'il faut avant tout bien savoir où on en est dans sa vie à peu près. L'année dernière, la 3e édition de la course, ils étaient 23 au départ, ils sont arrivés à 14. Donc les personnes qui ont abandonné n'ont pas disparu, elles sont bien vivantes, mais la cause principale était psychologique. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se tromper sur ses motivations. Il faut vraiment être en accord avec soi-même et se dire que si on le fait, quelles que soient les raisons, ça peut être pour des raisons associatives, pour des raisons personnelles, pour des raisons affectives, où on peut très bien chercher la solitude, on peut très bien chercher l'introspection. Dans mon cas, c'est vraiment c'est pas un défi, c'est vraiment juste une envie de se dire ok, je fais un break de 50 jours dans ma vie. 50 jours, c'est pas non plus monstrueux à l'échelle d'une vie. Je mets tout ce que j'ai en œuvre pendant 2 ans pour réaliser ce challenge. Et après, je pense qu'il faut surtout faire preuve d'une grande humilité déjà par rapport aux éléments et par rapport aux gens qui nous entourent, parce que c'est un projet qu'on peut pas mener seul, que ce soit ma femme, que ce soit mes amis. Ce sont vraiment des gens qui acceptent de consacrer du temps à un projet qui est somme toute personnel. Et donc il faut vraiment faire preuve d'une grande humilité, je pense, par rapport à toutes ces personnes qui s'impliquent dans le projet. 50 jours, Olivier, ça fait combien de kilomètres, combien de miles? Alors un mile, ça fait 2300 miles. 1000, en fait, c'est pas des miles, c'est des milles nautiques, pardon. Ah oui. Et, oui. Et un kilomètre, ça fait 4800 kilomètres. Donc 4800 kilomètres, 50 jours, faut compter à peu près, ça représente 1 million de coups de rame.
Donc c'est quand même pas rien, quoi. Non, c'est pas rien, et je comprends qu'effectivement il faille se renforcer musculairement pour affronter effectivement tous ces milles nautiques. Mais aussi, tu parlais des éléments. Quel genre d'éléments tu vas rencontrer pendant cette traversée, si ce n'est effectivement la question du vent, de face, de dos, de profil, de travers. Quels sont les éléments les plus ennuyeux lorsque effectivement on rame comme ça? Il y a la météo, on choisit une fenêtre météo qui est volontairement correcte. On va pas se mettre non plus en danger. Il y a des saisons typiques où il y a des cyclones, donc il faut vraiment les éviter. Il n'y a aucune transat qui part entre juillet et septembre, c'est pas pour rien. Au niveau des éléments, le plus dur à vivre, d'après ce que j'en ai discuté avec des skippers qui l'ont déjà réalisé, c'est vraiment le fait qu'on soit en permanence au contact avec l'eau salée. Donc on est toujours mouillé, quoi. Quand on rame, on est mouillé, c'est une évidence, mais l'humidité s'infiltre de partout. Il faut vraiment réussir à préserver sa peau, à préserver ses fesses, parce qu'on est assis et on rame en permanence. Il faut vraiment réussir à prendre soin de soi. Donc c'est vraiment là où il faut pas se blesser, parce que la moindre blessure peut très vite dégénérer. Alors, oui, j'entends parfaitement. 50 jours, ça fait 50 nuits, ou 49 nuits. Comment on dort dans un bateau comme le tien, Olivier? On dort à l'arrière. Je te montrerai sur le bateau. Il y a de la place. Alors c'est pas non plus un loft, faut pas exagérer. Mais disons que la partie avant du bateau est consacrée à l'habitacle. La partie milieu, la partie médiane, c'est vraiment la zone de rame, et la partie arrière, c'est l'habitacle de vie. Donc c'est là où il y a un carré pour faire la cuisine. Donc c'est un réchaud à gaz, c'est pas non plus une vraie cuisinière. Et après il y a un espace pour dormir où on peut dormir complètement. Mais quand on dort, on ne rame plus? Voilà, alors quand on dort, on ne rame plus, effectivement. C'est le seul côté technique qu'il y a dans un bateau à rame. C'est là où on parle d'un voilier, il y a des techniques de voile qui sont importantes, il y a une grosse technicité à avoir. Sur un bateau à rame, c'est relativement simple, sauf la gestion de la dérive nocturne. Eh oui. Donc en fait, il faut réussir à caler son gouvernail en même temps que la dérive. Alors la dérive, c'est une planche qui descend ou qui remonte à l'avant du bateau, qui nous permet d'attraper le courant ou au contraire de le laisser filer. Et l'idée, c'est vraiment de réussir de façon très précise à descendre la dérive, ou en tout cas la positionner pour réussir à rester dans le courant et avoir un cap qui soit à peu près constant. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre du temps avant d'aller se coucher, donc facilement 1 heure ou 2 pour bien caler ça, bien vérifier qu'on va dans le sens où on veut au GPS, qu'on fasse les bons relevés. Et après, pendant la nuit, il y en a qui arrivent à dormir pendant 12 heures non-stop. Je pense dans mon cas que ça sera surtout, je me lèverai toutes les 1 heure ou toutes les 2 heures, juste pour vérifier que le cap est bon. Si le cap est bon, on se rendort. S'il l'est pas, on le corrige. Sinon, la sanction est sans appel. Le lendemain, ça veut dire qu'on a perdu des kilomètres et il faut ramer encore plus pour récupérer la route. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui ont de l'expérience dans cette traversée. Tu nous en parlais tout à l'heure. Quelles sont tes chances par rapport à cette course, toi, Olivier? Elles sont plutôt favorables parce que j'essaie de faire les choses correctement, de m'entourer des bonnes personnes. Psychologiquement, j'ai déjà vécu quelques expériences qui me confortent au moins sur les 15 premiers jours. Je pense ne pas rencontrer de gros problèmes d'un point de vue psychologique sur les 15 premiers jours. Après, ça sera l'inconnu. Je défends pas une cause ni quoi que ce soit, je le fais vraiment pour moi. Donc, c'est quelque chose qui est important. Un détail une anecdote, c'est qu'en fait, parmi les 13 skippers, je suis quasiment le plus jeune à 38 ans. Donc, c'est le signe que c'est quand même des gens d'une certaine maturité qui se lancent là-dedans. Et il faut pas être tout fou, faut pas être un sprinter dans l'âme, quoi. Il faut vraiment prendre le temps et d'accepter que on va se laisser porter pendant 50 jours. Tout à fait. 50 jours, c'est effectivement long. Il y a du temps. Pendant que tu vas ramer, j'imagine que tu vas penser à plein de choses. Voilà. Enfin, c'est comment tu vas organiser ce temps de rame sur ton bateau. Comment tu vas organiser ta vie sur ce bateau au fond? La nuit, on en a parlé, donc c'est en gros toutes les heures, ou on va dire entre 1 et 2 heures, je me réveille juste pour vérifier le cap. Et après la journée, le rythme standard qui est appliqué, c'est on rame pendant 1 heure, 1 heure et demie, un quart d'heure de pause, puis on retourne sur l'atelier de rame.
Et ça pendant toute la journée. En gros, ça représente entre 10 et 12 heures de RAM par jour, quoi. D'accord. Ah oui, c'est quand même énorme. Voilà. Donc j'ai amené un lecteur de musique avec moi. J'ai pris également des audiobooks, donc des livres lus. Comme ça me permet de ramer tout en lisant, entre guillemets. Et voilà. Donc au moins, j'aurai le choix. Certains avaient pris le parti de ne prendre aucune électronique, ou en tout cas de réduire tous les loisirs. J'ai discuté avec eux, ils ont tous regretté. Il vaut mieux les avoir et ne pas les utiliser que ne pas les avoir du tout, quoi. Quelle assistance on a quel ravitaillement? Par exemple, on parle de la nourriture. Est-ce que tu prends pour 50 jours autant d'ingrédients qu'il te faut pour tenir? Ou est-ce qu'on a le droit de se faire ravitailler pendant ce temps? Alors, il n'y a aucun ravitaillement parce que c'est vraiment en solitaire, sans escale et sans assistance. Donc, ça veut dire que l'assistance n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de ravitaillement parce que déjà, techniquement parlant, ça serait compliqué à mettre en place. On ne croise pas d'île. La seule île qui est quand même loin, c'est le Cap Vert au début, puis après, il y a plus rien. Le fait qu'il n'y ait pas d'assistance, ça fait également partie du challenge dans le sens où on y va ou on n'y va pas. Un peu comme un alpiniste, on sait que les alpinistes, quand ils font des 8000, à 8000, il n'y a aucun hélicoptère qui est capable d'y aller. Exactement de la même façon, au-delà de 200, on va dire entre 200 et 400 km des côtes, les hélicoptères ne vont pas. Donc ça laisse quand même quasiment 5000 km au milieu où il n'y a aucune assistance possible. Donc s'il y a un problème, eh ben, le skipper doit se débrouiller. S'il y a un gros problème, il doit se débrouiller. Et s'il y a vraiment un problème critique, ou en tout cas un problème de mort imminente, ou vraiment de blessure grave, à ce moment-là, on peut déclencher ce qu'on appelle un SOS. Donc là, c'est la procédure maritime internationale qui se met en place, et c'est le premier bateau qui croise qui a obligation de porter secours. Mais les contraintes sont lourdes, ça veut dire que c'est un abandon de navire. Donc on abandonne la propriété du navire au profit de celui qui vient nous secourir. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et si le navire n'a pas la capacité à nous remorquer, tout simplement parce que techniquement il peut peut-être pas, en fait il va détruire le bateau sur place pour éviter que sa responsabilité soit engagée si le bateau venait à dériver, à créer des problèmes. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très lourd. Ça sous-entend aussi abandonner un projet alors que ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Donc c'est vraiment une procédure qu'on déclenche vraiment s'il y a un problème très très grave. Depuis combien de temps tu navigues, toi, Olivier? Depuis cette passion, tu as déjà fait du bateau auparavant? Alors j'ai fait du bateau, j'ai fait la marine nationale, mais c'est pas pour autant que je suis un navigateur. Je suis ardéchois avant tout, donc je suis pas un fervent explorateur maritime. Ça a vraiment été un coup de cœur sur ce challenge parce que c'est plus la solitude et l'isolement qui m'intéresse. La découverte de l'océan. Et non, on peut pas dire que je sois un marin dans l'âme, quoi. C'est vraiment pas ça. Donc en même temps, donc je posais la question du pari, tu m'as dit que c'en était pas un, bien sûr, j'ai bien compris, mais c'est une forme quand même de challenge, de se dire, tiens, bon, allez, je pars tout seul là, à l'aventure, pendant 5000 km, je vais être non assisté, c'est un sacré challenge pour soi-même. Enfin... C'est un sacré challenge, mais après, je le remets en balance directe avec il y a 2 ans de préparation. Quand je vais faire une randonnée un dimanche matin, je me prépare pas plus que ça. Donc là, il faut bien relativiser. C'est effectivement 5000 km, c'est 50 jours aussi, mais c'est 2 ans de préparation. Et en 2 ans, on a le temps d'apprendre des choses, on a le temps de se conditionner, on a le temps de se préparer, tant matériellement que physiquement et psychologiquement. Donc je minimise pas du tout la dimension de cet événement. Mais il y a vraiment, pour 50 jours, il y a 700 jours de préparation, quoi. Donc c'est pas rien. Voilà. Ouais, c'est énorme. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur donc toute cette préparation. Donc, comment financièrement tu as pu prendre les choses en main, on va dire ça comme ça, pour ce projet. Alors, tu as monté une association, il me semble. Hein, voilà, tout à fait. Passer par une association, c'est un élément incontournable. Déjà parce que c'est quelque chose qui nous permet de collecter des fonds. Et c'est vraiment la forme qui convient le plus. Il n'y a aucun bénéfice qui est réalisé là-dessus, bien évidemment. Et en fait, c'est à travers cette association qui s'appelle Grain de Poivre que l'on va collecter les fonds et tous les éléments de sponsoring qui nous permettent de financer cette aventure. D'accord. Juste une pensée sur le bateau. Tu vas pouvoir contacter tes proches ou pas?
Une radio? Ouais, en fait, c'est une des grosses parties du budget et la partie électronique est très très importante et très onéreuse. Donc à bord, il y a tout ce qui est VHF, c'est-à-dire tout ce qui est radio, tout ce qui est GPS qui nous permet de nous localiser, tout ce qui est AIS qui nous permet d'émettre notre position pour les bateaux environnants et tout ce qui est téléphone satellitaire. Cette technique, c'est pas trop lourd. Je fais le lien avec les navigateurs du XVIIIe siècle qui se repéraient avec des étoiles dans la nuit. Alors la journée, c'était peut-être différent, mais toute cette électronique, c'est pas trop lourd à porter? C'est un choix sécuritaire. Après, certains privilégieraient plutôt le retour aux sources, vraiment une traversée limite avec un bateau tout en bois, avec des rames en bois, sans radio ni rien. Là, pour le coup, dans mon cas, faut rester raisonnable et un peu d'humilité quand même. Je suis pas marin à la base. Il faut que j'ai un lien à la terre pour avoir ne serait-ce que la météo, parce qu'on va vraiment très très doucement et il faut absolument avoir une vision précise de la météo qui nous arrive dessus. Donc là, c'est vraiment des questions sécuritaires où, à mon avis, c'est incontournable et ça serait dangereux de le faire autrement. Donc ça peut être une volonté, hein. C'est pas la mienne. L'idée c'est pas de rester en plein milieu de la mer, quoi. L'idée c'est d'arriver. Tu dis, Olivier, que tu n'es pas un marin, mais tu risques de le devenir. Fais attention. Ah bah déjà oui, déjà j'en prends bien le chemin, quoi. Donc ouais. Non, tout à fait. En tous les cas, c'est vraiment une chouette aventure là que tu vas avoir. Comment on peut garder justement ce contact avec toi pendant ces 50 jours? Alors effectivement, tu parlais de ce programme technique. En tous les cas, c'est ce technique que tu vas avoir à bord. Tu vas donner des nouvelles une fois par jour, une fois tous les 3 jours, une fois par semaine. Comment tu t'organises là pour Là, on a tout un plan qu'on a mis en place. On va avoir des PC courses, donc en fait des points sur lesquels ma femme et des amis me contacteront et donneront des nouvelles de façon un peu large, que ce soit dans des bistrots du pays de l'Ardèche. On est en train de voir ça justement avec le département. Ou en tous les cas sur Internet, je serai joignable. Alors techniquement, il faut encore qu'on voit le problème. Je ne sais pas encore si j'aurai Facebook ou Twitter, ce genre de choses. Je ne sais pas si ça m'intéresse de l'avoir. Donc c'est encore un gros débat entre moi et moi-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, toutes les personnes qui veulent me suivre pourront le faire à travers notre site internet. C'est www.traversée-atlantique.org. Sur lequel, en temps réel, on verra la trace du bateau. Donc on saura précisément localiser le bateau sur une carte. Voilà donc, chers téléspectateurs, pour suivre Olivier Montiel dans son projet, il vient de vous faire part effectivement de cette adresse sur le net pour lequel vous allez pouvoir et avoir loisir de le suivre. En tous les cas, moi ce qui m'intéresserait, mais ce qui nous intéresserait pour l'équipe des sports, c'est qu'on puisse aussi chaque mardi donner un petit peu tes nouvelles, parce que maintenant que les téléspectateurs de Romard des Choix vont te découvrir, ils vont peut-être aussi avoir besoin d'avoir des news et des nouvelles de toi. Donc ce que je peux te proposer là comme ça, c'est peut-être de nous donner, de trouver un moyen de se contacter, soit par Facebook, soit par Twitter, ou par téléphone directement, pour que chaque semaine on puisse effectivement donner des nouvelles de ta traversée. Oui, tout à fait. Ça sera avec plaisir. Ça sera intéressant. Ok, Olivier, tes entraînements dans le réel, dans le concret, avec ton bateau, tu le fais où? Tu le fais dans le Rhône, tu le fais en mer, tu le fais où? Alors dans le Rhône, non. On a juste fait une mise à l'eau dans le Rhône, mais vraiment dans un bras mort au niveau de Bourg-les-Valences, au niveau du bassin des Joutes. Il y a vraiment trop de courant dans le Rhône, donc ça serait vraiment très très dangereux. Traditionnellement, on s'entraîne au port de l'Estac, à côté de Marseille. C'est le plus près, tout simplement, pour une raison de proximité. Et en fait, je m'entraîne avec Rémi Landier, qui est un des concurrents, qui a racheté le bateau de Marc Chélan. Donc en fait, on est vraiment deux à avoir nos bateaux dans l'atelier en Ardèche. Et c'est vraiment pratique, ça nous permet de descendre à deux pour nous entraîner. Et donc c'est des journées type où on arrive aux alentours de 9h à Marseille au port. On met le bateau à l'eau et en fait on rame non-stop jusqu'au soir 17-18h et on revient. Incroyable. L'ensemble des skippers sont français ou il y a toutes nationalités C'est international. À ma connaissance, il y a un Espagnol, je crois qu'il y a un Belge, il y a des Guyanais et des Français. D'accord. Donc c'est assez cosmopolite dans le sens effectivement participatif de cette course-là. D'accord. Olivier, alors là on parlait effectivement du financement, ton budget sur 2 ans de préparation, plus tes 50 jours en mer, ça occasionne effectivement
un coût. Comment financièrement, concrètement, tu t'es organisé pour ça? L'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre, donc c'est vraiment la partie la plus délicate. Ça fait partie intégrante du projet. Certains ont peut-être les moyens de partir en autofinançant ce genre d'aventure. C'est vraiment pas mon cas. Donc il faut trouver des partenaires. Là, j'essaye vraiment de jouer la carte locale, que ce soit en Drôme ou en Ardèche. On essaie de valoriser le terroir local à travers des événements, que ce soit des concerts, que ce soit des rassemblements, que ce soit des découvertes. Et on a pas mal de partenaires locaux qui jouent le jeu en nous fournissant soit directement du matériel, parce que ça relève de leur activité, soit en intervenant financièrement, soit en favorisant des événements de communication. Et c'est vrai que les partenaires, ils nous en manquent. Alors justement, le Conseil général de l'Ardèche a pu financer ton projet, celui de la Drôme également peut-être, non? Le Conseil général de l'Ardèche intervient. C'est une bourse exceptionnelle qui est là pour promouvoir le département. La ville de Saint-Georges également, la ville de Guiran-Grange également, sont des partenaires sur lesquels on s'appuie beaucoup. Ils favorisent vraiment notre communication et nos démarches. Et après, ce sont des partenaires privés pour la plupart qui interviennent soit financièrement, soit sous forme de sponsoring de matériel. D'accord. Et tu dis qu'il en manque encore. Oui, il en manque toujours. Est-ce que tu peux donner un chiffre comme ça sur le plan financier pour voir un peu combien d'argent il faut ramasser ou amasser pour un tel projet? Au total, c'est un projet qui avoisine les 100 000 euros. Donc c'est une sacrée somme, tout simplement parce que le bateau en lui-même doit être construit et équipé, et le bateau représente quasiment 70% des coûts. Oui, d'accord. Après, il y a des frais logistiques qui sont importants parce qu'on part du Sénégal, on arrive en Guyane, donc il faut amener le bateau au Sénégal et le ramener de Guyane. Donc la partie sécurité, la partie pharmacie sont également des postes importants. Une fois arrivé, alors les ports de départ et les ports d'arrivée, c'est où exactement? On part de Saint-Louis, au Sénégal, pour une arrivée à Cayenne, en Guyane. D'accord. Et une fois à Cayenne, tu as un projet de rester un petit temps quand même pour profiter, déjà peut-être te reposer un petit peu sur quelques semaines, non? Réapprendre à marcher déjà. Ouais. Et non, peut-être pas quelques semaines, en tous les cas ça dépendra. Non, je pense qu'avec ma femme, on souhaitera surtout revenir pour passer un peu de temps ensemble. Donc découvrir la Guyane, oui, c'est évident, mais peut-être pas en semaine, ouais. Bon. Olivier, on te remercie vraiment pour cette invitation à nous avoir fait partager ton projet, qui est un grand projet. On espère très sincèrement avoir des news, des nouvelles de toi. Maintenant, je pense que les téléspectateurs qui t'ont vu, qui t'ont reconnu pour certains, voudront aussi en avoir. Donc, effectivement, l'espace Port Chrono sera réservé à un moment pour toi. On espère que tout se passera bien. On te souhaite un grand courage et on te retrouve après, hein. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. À bientôt. Delphine, c'est un sacré projet qu'il a, Olivier, là, pour ces 50 jours. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ce projet? Comment tu l'as préparé, toi, personnellement? Préparé, je ne l'ai pas forcément préparé parce que c'est lui qui a décidé de le faire. Donc la préparation, je la vis au jour le jour avec lui et on s'y prépare tous les deux. Alors pour moi aujourd'hui c'est plus, pour l'instant c'est un projet, c'est toute la phase de préparation de projet. Après je ne suis pas encore dans la course. La course, ça viendra au moment du départ. Comment on accompagne un homme comme ça qui a ce projet dans la tête depuis pas mal de temps maintenant? Au quotidien, ça nous prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de soutien et voilà, beaucoup de soutien. Je l'aide comme je peux avec mes moyens et surtout voilà, je suis là pour l'accompagner. Bon, et en tous les cas, on va suivre ça de près avec toi, avec lui aussi du coup, et on va vous accompagner nous-mêmes à travers ce média. Hein, voilà. Merci. Merci Delphine. Merci.